Hello tout le monde, vous vous apprêtez à faire une rénovation, à engager des travaux. Surtout, ne passez pas à côté de cette vidéo qui pourra vous éviter des erreurs que j'ai déjà vues ou même que j'ai déjà commises. L'idée aujourd'hui, c'est de vous partager des conseils concrets pour anticiper les choses que l'on oublie le plus souvent et qui peuvent nous coûter cher après coup. Et qui suis-je pour vous donner ces conseils? Alors je m'appelle Aurélie Deauville, je suis architecte d'intérieur et décoratrice depuis plusieurs années à mon compte, mais avant ça, j'étais conductrice de travaux dans le bâtiment en maîtrise d'œuvre d'exécution et j'ai aussi un diplôme dans ce sens. Donc j'ai vu quelques chantiers et je peux vous dire qu'il y a des erreurs qui peuvent paraître toutes bêtes une fois qu'on les énonce mais que plein de gens oublient. Alors l'erreur numéro 1 et qui a pu coûter cher à un de mes clients une fois, c'est le fait de ne pas consulter son syndic. Alors ça ne s'applique pas si vous avez une maison individuelle et puis personne autour, là il n'y a pas de souci, vous faites ce que vous voulez, mais lorsqu'on est dans un appartement par exemple, ou même des fois il y a des résidences avec des villas individuelles mais qui ont quand même des espaces communs et une copropriété qui va gérer le lotissement, et on ne peut pas faire n'importe quoi, il vaut mieux toujours demander l'autorisation au syndic. Par exemple, vous en avez marre de votre terrasse, vous voulez la repeindre, attention, la plupart du temps, vous ne pourrez pas faire ce que vous voulez sur la terrasse parce que c'est un endroit qui est visible de l'extérieur. Donc pour ça, c'est important de regarder dans votre règlement de copropriété ce que vous pouvez faire et ne pas faire. Et parfois, ça peut sembler anodin et on se dit mais pourquoi ils vont nous embêter? Mais c'est important de poser la question. Par exemple, moi j'ai un client il était, je crois, au 8e étage et il avait un mur, il a voulu changer, mettre une pierre de parement dessus. Le syndic lui a fait retirer parce qu'il y a un voisin qui s'est mis en bas, qui a regardé, qui a fait oh là là, dis donc, il y a un mur là-bas, il n'est pas comme tous les autres, il faut changer. Et donc il a dû tout déposer, sauf que la pierre, forcément, il l'avait collée donc, au mur existant, donc il a fallu rattraper le mur, le repeindre. Ça a coûté énormément cher, et puis au final, il s'est retrouvé avec le même truc qu'à l'origine. Peut-être que la solution, c'était pas de la pierre de parement, peut-être un tableau ou un miroir pour habiller ce coin aurait été plus opportun, vu que ça, on peut le retirer, le syndic aura moins de choses à dire. Donc faites vraiment attention quand vous aménagez des choses d'en parler. Aussi, si vous touchez au faux plafond ou si vous touchez aux gaines techniques, en théorie, c'est plutôt des parties communes, donc faites pas n'importe quoi, demandez l'avis au syndic. En tout cas, après, c'est à vos risques et périls. Autre chose que j'ai beaucoup vu et qui semble tout bête mais qu'on oublie souvent, c'est les plaintes. En fait, souvent, les plaintes avant, elles avaient tendance à être plus épaisses. Et j'ai pas mal de clients qui, quand ils ont voulu refaire leur sol, mais pas forcément leur mur, ils se sont dit je vais prendre une plainte qui va être assortie au nouveau sol, sauf que quand ils décollent l'ancienne plainte et ils remettent la nouvelle elle va être, je sais pas, à 6 cm alors qu'avant elle était à 10, et donc on a 4 cm tout moches en bas du mur qui vont être compliqués à rattraper. Et ça va faire des frais supplémentaires de peinture, ou même si, imaginons, le mur il avait une certaine texture et pas le bas, c'est tout un bazar. Donc dans ces cas-là, moi je privilégie plutôt d'avoir des plaintes en bois et qu'on va faire vraiment à la même taille que les plaintes d'origine ou légèrement plus grand pour que ça recouvre. Ou alors si le mal est déjà fait, on peut avoir des surplaintes décoratives qui en plus peuvent nous permettre parfois de faire passer un câble électrique. Ça peut être utile dans certains cas. En tout cas, c'est le truc qu'on oublie quand on refait le sol et qu'on choisit des plaintes, de regarder la hauteur de vos plaintes. En 3, quelque chose qui est souvent négligé parce qu'on vit avec tous les jours et puis on s'en rend pas compte, mais c'est une fois qu'on a tout refait, que tout est tout neuf, qu'on se dit oh là là, ça va pas du tout, c'est tout ce qui va être appareillage électrique. Les interrupteurs, les prises, ça vieillit un petit peu, ça jaunit souvent un petit peu avec le temps, et finalement quand on était dans une pièce qui n'était pas rénovée, on voyait pas ça. Et une fois qu'on a rénové la pièce, on n'a pas forcément eu besoin de bouger cette prise parce qu'elle était fonctionnelle là où elle était, mais on se rend compte que ça fait un peu moche, un peu sale parce qu'elle est un petit peu jaunie. Autant profiter de la rénovation pour changer tout l'appareillage de la pièce que vous allez refaire, en tout cas s'il est un peu endommagé. Et ça peut coûter cher, donc l'idée c'est de le chiffrer aussi dans les travaux. C'est souvent un poste qu'on oublie et au dernier moment on se dit « Ah oui, c'est dommage, il y a ce truc qui gâche tout, je vais devoir réinvestir juste pour changer ce truc-là. » Donc pour un look cohérent et moderne, qu'on ait l'impression que tout soit tout neuf, pensez aussi à changer les interrupteurs et les prises si c'est nécessaire. Bien sûr, si la prise elle est cachée derrière un meuble, c'est pas bien grave. Mais si c'est vraiment visible dans la pièce quand vous entrez, ça vaut le coup de le changer. C'est pas des éléments qui vont coûter ultra cher, pris un par un, mais sur une maison en entier ou un appartement entier, ça peut vite chiffrer, donc c'est pour ça que c'est important d'y penser dès le départ. 4e erreur que j'ai vue chez des clients, attention quand vous refaites par exemple une salle de bain qui était faïencée jusqu'en haut,
parfois si c'est sur du placo, si vous essayez d'enlever les carreaux, malheureusement le placo risque de tomber avec. Donc pour ça, ce qu'il faut, c'est anticiper ce coup-là, se dire j'ai envie de refaire ma salle de bain et je veux plus de carreaux jusqu'au plafond, je veux du placo. Se dire que ça va pas suffire juste d'enlever le carreau et de retrouver un mur nickel. Il va falloir, déjà si c'est un mur béton, peut-être avoir un ratissage pour retrouver une surface lisse, mais surtout si c'est du placo, prévoir des plaques de placo et de refaire des joints parce que probablement que ça va s'arracher avec. En 5, une autre erreur qui paraît toute bête mais que j'ai vu plein de fois, c'est quand on refait un sol et qu'on va le poser par-dessus un autre sol, d'oublier de recouper la porte. En fait, pendant ces travaux, la porte est tout le temps ouverte, on s'en rend pas compte, on pose son nouveau sol, tout va bien. Et là, quand tout est fini, on essaie de fermer la porte, on se dit « Oh, ça bloque, qu'est-ce qui se passe ?» Ça, c'est tout simplement parce qu'on a oublié de raboter la porte. Et du coup, ça veut dire refaire venir des outils, etc. et refaire de la saleté juste pour raboter quelques centimètres sur la porte. Alors que si on l'avait fait au moment des travaux, ça nous aurait coûté un petit peu moins d'énergie à mettre en œuvre. Ça aussi, j'ai vu des poseurs de sol qui ne le chiffraient pas dans leur devis et qui le faisaient payer après en travaux supplémentaires parce que le client les avait rappelés après coup. Alors je suis d'accord, c'est pas une pratique hyper honnête parce que c'est des professionnels et eux, ils devraient conseiller là-dessus. Mais si jamais ça vous arrive de refaire votre sol et de faire appel à un professionnel, regardez bien si le seuil de porte est compris, puisqu'il va forcément y avoir une finition. Si vous faites par exemple que la chambre et pas le séjour, il faut faire la finition entre les deux sols qui vont changer, donc avec une barre de seuil. Et aussi si recouper la porte, c'est compris. Si ça l'est pas, passez un petit coup de fil, savoir si juste c'est inclus mais c'est pas écrit dans les lignes du devis. Ou alors si ça l'est pas vraiment du tout parce qu'il l'a pas prévu, le faire rajouter pour pas avoir de mauvaise surprise à la fin de votre chantier. En 6, on reste dans le sol, c'est plutôt pour les sols en carrelage existants. Alors des fois c'est vrai que c'est bien de se dire je vais reposer par-dessus, comme ça j'ai pas à me casser la tête, ça va pas faire des gros travaux, de tout casser, etc. Ça va dépendre de ce que vous avez comme sol à l'origine. Si vous avez un sol qui est très mal collé de base et qui sonne creux, le problème c'est que le sol qu'on va poser par-dessus, si la base déjà elle est pas tip-top, c'est pas génial. Donc dans ces cas-là, si ça sonne creux, il vaut mieux prendre le temps d'enlever le carrelage, refaire s'il faut un ragréage, pour mettre son sol par-dessus. Parce que le risque, s'il est mal collé, c'est qu'il se décolle à long terme et il va décoller encore la couche du dessus. Donc ça va être une véritable catastrophe. Ça, je l'ai vécu dans une cuisine. En fait, on avait prévu à la base de se dire on va reposer le carrelage sur du carrelage. Et au moment d'enlever la cuisine existante, on s'est rendu compte qu'il y avait des carreaux qui sonnaient vraiment creux. Et donc plutôt que de se dire on repose par-dessus et après on repose une cuisine, imaginez si après il y a des problèmes, il faudrait déposer la cuisine pour déposer le sol pour déposer celui d'en dessous. Donc si on fait des travaux, c'est le moment de repartir tout neuf et d'enlever les carreaux qui sont mal collés et de repartir de zéro. Ce sera beaucoup plus durable. Par contre, si le carreau il est super bien collé, pas de souci, vous pouvez passer par-dessus. Autre erreur qui va un petit peu dans ce sens-là, au niveau du sol, c'est quand vous avez un sol existant, donc en carrelage, avec des joints bien marqués, et que vous posez un sol souple par-dessus. Le problème, c'est que dans le temps, comme votre sol est souple, il va suivre la trace du joint, et en fait, on va revoir un peu comme un quadrillage à travers votre sol souple. Et ça, vous n'allez pas le voir quand vous allez le poser, mais quelques années plus tard, forcément, ça va marquer, ça va être horrible. Il y a plusieurs options. Donc soit vous pouvez prendre un sol souple qui est semi-rigide en dessous, qui a vraiment déjà un isolant et quelque chose de rigide qui va faire que ça va absorber les petits mouvements du carreau. Ou alors vous prévoyez une sous-couche qui va tout uniformiser ou un ragréage pour combler tous les petits joints de carreaux. Après, si c'est des joints très fins, pas forcément besoin. Encore une fois, renseignez-vous auprès des professionnels, mais en général, quand ils font plus de 2 mm les joints, ça risque de se voir dans le temps, surtout si les bords ils ne sont pas rectifiés, c'est-à-dire qu'ils vont avoir tendance à être un petit peu arrondis. Là, c'est sûr, ça va réapparaître sur la couche du sol souple qui sera posée par-dessus. Enfin, autre chose, un peu comme les interrupteurs qu'on a tendance à oublier mais qui va tout changer, ça va être les accessoires comme les poignées de porte. Souvent, on pense à repeindre la porte et on va garder la vieille poignée et ça peut gâcher tout un look. D'autant que c'est bien de le prévoir avant parce que des fois, les poignées de porte, on va pas trouver le même anthrax en fonction des modèles que c'était, donc les trous sont pas au bon endroit. Si jamais dans la rénovation, vous décidez alors soit carrément de changer la porte, mais
si vous souhaitez repeindre la porte et changer la poignée, on peut aussi reboucher les trous ou trouver un accessoire de porte qui soit de la bonne taille. En tout cas, c'est bien d'y penser plutôt qu'après, quand la porte elle est toute peinte, toute neuve, se rendre compte, ah bah ma poignée qui est dessus, elle est pas très moderne, elle est abîmée avec le passage de main, le temps et tout ça. Et après de réabîmer votre porte qui est toute neuve. Ça, ce serait vraiment dommage. Et ça, c'est vrai qu'on n'y pense pas. C'est pas forcément un gros budget parce que dans une maison ou dans un appartement, on n'a pas 150 portes, mais ça peut vraiment faire toute la différence, ces petits accessoires. Autre conseil qui paraît la base mais que les gens oublient, c'est de protéger les surfaces pendant les travaux. Vous avez certains endroits où vous n'allez pas forcément refaire, c'est important de bien le protéger. Si par exemple vous avez prévu de ne pas refaire le sol mais vous refaites les peintures mais que vous ruinez votre sol, il va falloir après refaire le sol. Pareil, si c'est le contraire, si vous refaites le sol mais pas les murs et qu'au moment du ragréage vous éclaboussez tous les bas de mur, il faudra refaire le mur. Donc vraiment c'est important de se dire qu'est-ce que je fais pas, et si je ne fais pas, je protège. Et enfin, dernier conseil bonus, des choses qu'il ne faut pas oublier, c'est de toujours garder une petite enveloppe pour les imprévus, les aléas, parce qu'il ne se passera pas un chantier sans aléas. En tout cas, moi, ça fait plusieurs années que je travaille et j'en ai, je crois, jamais vécu. Donc c'est presque inévitable. Vous aurez beau essayer de tout prévoir, vous n'êtes pas à l'abri que dans le transport, il y a un carton de carreaux qui pète. Vous n'êtes pas à l'abri qu'il manque une pièce dans votre robinetterie. Vous n'êtes pas à l'abri que finalement, il y avait une fuite que vous n'aviez pas vue et on va falloir refaire un petit peu plus que juste changer le siphon. Il va falloir changer tout le système d'évacuation et pour ça déposer des carreaux et donc remettre des carreaux, etc. Il peut arriver tellement de choses quand vous faites une rénovation qu'il faut toujours garder une petite enveloppe. Alors je dirais 10% par rapport aux travaux que vous avez prévus et de toute manière ces 10% ils sont pas perdus. Si vous les touchez pas, ma foi vous pourrez les dépenser dans des objets décoratifs ou des meubles après votre projet, mais en tout cas ne soyez pas complètement ric-rac par rapport à votre budget, sinon vous ne pourrez pas mener votre projet à bien. Et ça c'est quelque chose que parfois les gens ont tendance à sous-estimer, le fait qu'il faut toujours prévoir de quoi répondre aux aléas financièrement. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ces conseils, ces erreurs courantes vous aideront à les éviter pour votre projet de rénovation pour pas que ça vous coûte encore plus que ce que vous avez prévu. Moi je vous donne rendez-vous mercredi prochain car je publie une vidéo tous les mercredis. Pour ceux qui veulent creuser un petit peu ce que c'est que devenir architecte d'intérieur, j'ai une formation complètement gratuite qui est dans le lien en description. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce ou un commentaire, ça fait super plaisir. Et je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine, prenez bien soin de vous. Ciao!